Salut mes amis, j'espère que tout vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter les agents antimicrobiens. Si vous êtes intéressé avec ça, n'hésitez pas de faire abonner et j'aime et de partager la vidéo avec les amis. Les agents antimicrobiens se divisent en deux grandes catégories, les agents physiques et les agents chimiques. On commence par les agents physiques. Premièrement, la température. L'action de la température sur les micro-organismes dépend de l'environnement, de l'état physico-chimique, du nombre. Lorsqu'on dit du nombre, c'est-à-dire le nombre de cellules ou bien le nombre de micro-organismes, de la nature des cellules. Donc, ces paramètres vont influer sur les traitements thermiques à effectuer. Cette figure montre l'influence de la température sur les microbes, c'est-à-dire lorsqu'on applique des températures très élevées, il y a la mort de tous les microbes, c'est-à-dire la destruction des spores microbiens. Et la température, elle est située entre 100 à 120 degrés Celsius. Mais si on applique une température entre 65 à 100, il y a la mort de la plupart des microbes et de certains pathogènes. La température entre 10 à 65, la multiplication et toxinogénèse très intense. La température entre 0 à 3 degrés Celsius, l'arrêt de la toxinogénèse. Et la température entre 0 à moins 18 degrés Celsius, la multiplication ralentit. Alors que la température entre moins 18 à moins 30, arrêt de toute multiplication. Ça montre que la température joue un rôle très important sur la vie des micro-organismes lorsqu'elle est très élevée et même lorsqu'elle est très diminuée. La figure suivante montre l'action de la chaleur et du froid. C'est-à-dire, dans la côté gauche, montre les instruments qui est responsable de la chaleur ou du froid, alors que dans la côté droite montre les conséquences, c'est-à-dire le résultat, c'est-à-dire l'action sur les micro-organismes. Par exemple, la température de 120 degrés Celsius, ça sera la stérilisation. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? La mort de tous les microbes, destruction des spores microbiens. Et la température entre 0 à 3, ce sera la réfrigération. Le résultat, c'est l'arrêt de la toxinogénèse. Donc, les principaux techniques qui utilisent la chaleur pour tuer les micro-organismes, c'est la stérilisation. Donc, c'est quoi la stérilisation? Donc, c'est une opération qui a pour but de détruire tous les micro-organismes contenus dans un produit. Un produit est biologiquement stérile lorsqu'il ne contient plus aucune forme de micro-organisme revivifiable. Perte irréversible de la capacité de se multiplier. Stérilisation par chaleur sèche se fait par un flambage à la flamme du bec de gaz. Destruction des spores à 400 degrés Celsius durant 1 seconde. Concernant four à air chaud, destruction des formes végétatives et des spores à 180 degrés Celsius durant 30 minutes à 1 heure ou à 160 à 170 degrés Celsius pendant 2 heures. Deuxième type, c'est la stérilisation par chaleur humide qui se fait par l'autoclavage, qui donne une destruction des formes végétatives et des endospores bactériens à 120 degrés Celsius plus ou moins 1 degré Celsius sous une pression de 1 bar pendant 20 minutes pour un petit volume de produit. Voilà une photo de l'autoclave ou le stérilisateur à vapeur. Qu'est-ce que c'est la stérilisation? Donc, c'est une technique utilisée pour détruire les spores dans des milieux dénaturés par les hautes températures, telles que le sérum, le sang, émulsion de jaune d'œuf, est naturellement peu contaminé. Chauffage du produit en flacon scellé à la température maximale, qu'il peut supporter à 56-58 degrés Celsius pendant 1 heure, 3 fois consécutives, en mélangeant un intervalle de 24 heures entre chaque chauffage. On distingue 3 types de pasteurisation. Le premier type, ça sera la pasteurisation basse température, qui se fait à température 63 degrés Celsius pendant 30 minutes. Deuxième type, ça sera la pasteurisation haute température, qui se fait à 90 degrés Celsius durant 30 secondes par passage entre des plaques chauffantes, puis brusquement refroidies à 10 degrés Celsius
Autre possibilité, 2 minutes à 85 degrés Celsius pendant 15 secondes à 73 degrés Celsius. Exemple, lait, jus de fruits conservés ou rayons frais. Troisième type, c'est la pasteurisation ultra haute température pour le lait et les jus de fruits. 140 degrés Celsius pendant quelques secondes avant de refroidir brutalement. On obtient presque une stérilisation. Seuls des spores de bactéries thermophiles peuvent survivre. Qu'est-ce que c'est l'ébullition? Donc, c'est une pasteurisation haute, domestique, pratiquée lors de la cuisson des aliments. Elle est considérée à tort comme une stérilisation. Détermination des barèmes de stérilisation et de pasteurisation. La destruction d'une population microbienne sous l'action d'un agent antimicrobien n'est pas instantanée. Il s'agit d'un phénomène exponentiel, inverse du phénomène de la croissance. La loi de la destruction thermique est donc de nature logarithmique. La courbe montre l'évolution d'une population en fonction du temps. Le temps de destruction thermique TDT est le temps nécessaire à une température de stérilisation donnée pour atteindre la stérilité commerciale. Lorsqu'on expose une même population microbienne ou spores de résistance à différentes températures, on constate que plus la température est élevée, plus le temps de destruction est rapide. Le nombre des germes qui survivent décroît exponentiellement en fonction du temps selon l'équation suivante. Log N0 divisé par N égale à K fois T. N0 c'est la population initiale, N population finale, T c'est le temps, K c'est constante. Elle varie selon le type de micro-organisme et selon la température de stérilisation. Définition des deux paramètres impliqués dans la destruction thermique. Il existe deux paramètres d'inactivation importants qui permettent de décrire la sensibilité d'une suspension bactérienne à la chaleur létale. Vous allez les découvrir à travers le TD suivant. Expérience. On émerge des tubes contenant le même nombre de spores de Clostridium botulinum dans un bain thermostaté à 121 degrés Celsius. On prélève un tube toutes les minutes pour dénombrer les spores restantes. On procède de même avec un bain thermostaté de 101 degrés Celsius et 111 degrés Celsius. Les résultats obtenus permettent de tracer les courbes suivantes. La courbe suivante montre le nombre de spores de Clostridium botulinum en fonction du temps en minutes. C'est-à-dire, lorsqu'on utilise la température de 121 degrés Celsius, il y a la mort d'une population après 2 minutes. Mais lorsqu'on utilise une température de 111 degrés Celsius, il y a la mort après 24 minutes. Et lorsqu'on utilise la température de 101 degrés Celsius, il y a la mort après plus de 30 minutes. Ça veut dire que la mort d'une population est reliée beaucoup plus sur deux facteurs principaux qui sont le temps et la température. Comme on a déjà expliqué, c'est que la mort d'une population est de nature logarithmique. La population est réduite de la même fraction à intervalles constants. Comparaison des résultats obtenus pour une même température 121 degrés Celsius, mais pour deux espèces bactériennes différentes, pour Clostridium botulinum et Bacillus stérothermophilus. Donc les spores de Bacillus sont beaucoup plus résistantes que celles de Clostridium botulinum à la même température, parce que la température pour la destruction des spores de Bacillus, lorsqu'on applique une température de 126 degrés Celsius, il dure à peu près 18 minutes. Alors que pour la destruction des spores de Clostridium botulinum, lorsqu'on applique une température de 121 degrés Celsius, il dure seulement 2 minutes. Donc, à une même température, le temps de réduction décimale dépend essentiellement de la nature des bactéries ou des spores dans le cas présent. D, c'est le temps de réduction décimale, temps qu'il faut pour réduire d'un facteur 10 ou d'un log. La population étudiée, c'est-à-dire de 90% pour une température donnée et dans des conditions données. Donc, pour déterminer le D, on calcule les équations suivantes pour obtenir le temps exact. Alors, plus la température est élevée, plus la valeur de D est faible. Pour une température donnée, plus les micro-organismes sont nombreux, plus il faut du temps pour les réduire. Z, c'est la valeur d'inactivation thermique. Augmentation de la température qui permet de réduire de
90% la durée de stérilisation, donc de diviser par 10 la durée de stérilisation. La courbe suivante montre une courbe semi-logarithmique de TDT. Qu'est-ce qu'on constate? Donc on constate qu'à chaque fois qu'on élève la température de 10 degrés Celsius, le temps nécessaire pour atteindre la stérilité commerciale est divisé par 10. On note alors que la valeur d'inactivation thermique Z égale à 10 degrés Celsius. Le TDT diminue rapidement lorsqu'on augmente la température. En traçant la courbe en coordonnées semi-logarithmiques, on obtient une droite à pente négative. Maintenant, les températures diminuées, le froid. Au-dessous de la température minimale de croissance, il y a l'arrêt du métabolisme par effet inhibiteur des basses températures, mais les micro-organismes ne sont pas détruits. Le froid entraîne une diminution de la vitesse de multiplication et inactivation des enzymes, une diminution de la quantité d'eau disponible. AW, c'est l'activité water. Deuxième type, les radiations électromagnétiques. Il y a les rayons UV, rayons X et gamma. Le troisième type, c'est la filtration stérilisante. Et le quatrième type, c'est les pressions. On parle sur tout ça dans un autre vidéo en détail. Deuxièmement, les agents chimiques, antiseptiques et désinfectants et aussi les gaz. La photo suivante montre le mode de fonctionnement des antiseptiques et les désinfectants. Par exemple, un exemple de désinfectant, c'est l'eau de Javel, qui a une action très efficace sur les milieux inertes, tels que les surfaces, les verreries, aussi les matériaux généralement, qui a une efficacité sur c'est-à-dire il peut détruire les bactéries, les champignons, les virus et quelques spores. Pour les antiseptiques, exemple d'Aquin qui a une action sur les milieux vivants tels que la peau, c'est-à-dire généralement utilisé pour nettoyer les plaies, qui peut détruire aussi les bactéries, les champignons, les virus et les spores. Alors, les flèches en violet, c'est-à-dire mode de fonctionnement efficace, tandis que les flèches découpées n'ont pas d'action. Qu'est-ce que c'est la décontamination? La décontamination, définition traduite officiellement par la norme AFNOR, opération ou résultat momentané qui a pour but d'éliminer, de tuer ou d'inhiber les micro-organismes indésirables en fonction des objectifs fixés. Alors, c'est quoi la désinfection? La désinfection, définition traduite officiellement par la norme AFNOR, opération ou résultat momentané permet d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et ou d'inactiver les virus indésirables portés par des milieux inertes, contaminés en fonction des objectifs fixés. Le résultat de ces opérations est limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération. Le tableau suivant montre une comparaison entre la stérilisation et la désinfection. Pour la stérilisation, c'est l'élimination de tous les micro-organismes, spores ou autres agents d'infection. Un produit stérile est exempt de toute forme revivifiable, c'est-à-dire notion absolue. Après stérilisation, selon des normes, il ne peut exister qu'un objectif contaminé par 1 million. Pour tester l'efficacité de stérilisation, utilisation des germes très résistants tels que Bacillus thermophilus, Bacillus subtilis et Clostridium sporogène. Pour la désinfection, c'est l'élimination dirigée des micro-organismes indésirables, c'est-à-dire pathogènes. C'est une notion relative. Réduction du nombre de germes d'un facteur 10 à la puissance 5. Germes utilisés en milieu hospitalier pour tester l'efficacité de stérilisation, tels que Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis, Escherichia coli. Maintenant, c'est quoi l'antiseptie? L'antiseptie, c'est une opération où résultats momentanés permettent au niveau des tissus vivants, dans la limite de leur tolérance, d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et ou d'inactiver les virus indésirables en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux micro-organismes présents au moment de l'opération.
Le tableau suivant donne une explication concernant l'action et le support et aussi la durée de résultat de chaque opération qu'on a déjà expliqué. Les oxydants sont considérés comme des agents antimicrobiens parce qu'ils sont responsables de la destruction d'un grand nombre des microbes. Par exemple, le H2O2, l'eau oxygénée. Leur usage, c'est seulement pour la désinfection des plaies. Alors, pour le chlore et ses dérivés, tels que le Cl2, c'est un gaz, NaOCl, eau de Javel, le chloramine, sont utilisés pour la désinfection de l'eau, des surfaces des objets, la désinfection des locaux. L'iode et ses dérivés, ce sont des bactéricides et fongicides, désinfection des plaies superficielles et de la peau. Les composés gazeux tels que l'oxyde d'éthylène, formaldéhyde, bêta-propiolactone et l'ozone, ce sont des bactéricides et fongicides, stérilisation des plastiques, stérilisation matérielle chirurgicale et stérilisation de l'eau. Pour les agents dénaturants des protéines, par exemple l'alcool, exemple l'éthanol 50-70 degrés, utilisé dans la désinfection des plaies et dans la conservation des aliments. Pour les composés phénoliques, sont irritants pour la peau, toxiques, désinfection des locaux, conservateurs biologiques, pommades dermatologiques, désinfectants commerciaux. Pour les sels et sels de métaux lourds, ce sont des antiseptiques de la peau et des muqueuses, antiseptiques externes, la peau et vaginale, désinfection des instruments chirurgicaux, conservateurs biologiques, gouttes ophtalmologiques, collyre puissant antifongique, collyre sur conjonctivite. Le tableau suivant montre quelques exemples concernant les agents antimicrobiens, par exemple, qui ont une action mécanique sur la membrane plasmique, tels que les savons et les détergents. Par exemple, sel sodique ou potassique, d'acide gras, détergents anioniques et cationiques. Ce sont des antiseptiques de la peau et des muqueuses. Pour qui ont une action sur le métabolisme, ce sont les colorants, tels que le bleu de méthylène, vert brillant, vert de malachite et violet de méthyle. Ce sont des antiseptiques à usage local et dans les milieux de culture. Pour les conservateurs alimentaires, tels que les acides organiques, acides benzoïques, sorbiques et ainsi de suite, ce sont pour les vins, le pain et produits céréaliers.